Bonjour Suzanne, Bonjour Raphaël, un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. merci de m'accorder ce temps pour le podcast complémentaire. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, toi, ton parcours. Ok, mon parcours. J'ai découvert le shiatsu quand j'étais assez jeune. En fait, je venais de terminer une licence en français et italien. Et à la base, c'est un peu pour ça que je parle français. Mais j'avais eu une infection des reins. J'étais assez stressée à la fin du fac. Et en fait, j'ai commencé avec l'acupuncture. Quelqu'un m'a dit, oh, mais l'acupuncture, ça peut être intéressant pour les reins, et etc. Et je me suis dit, ah, ok, je vais tester l'acupuncture. Et à un certain moment, j'étais trop sensible aux aiguilles et j'étais un peu stressée par l'acupuncture. Et donc, il y avait, à l'époque, c'était les années 82, 83. Donc, il y a plus de 40 ans. Et c'était bien parce que je suis anglaise, vous allez comprendre ça à travers mon accent. Et je vivais en Angleterre, j'ai vécu presque toute ma vie adulte en Angleterre, maintenant je vis en France. Et donc le shiatsu, à l'époque en France, je pense que c'était pas du tout connu, mais même en Angleterre, c'était pas trop bien connu. C'était vraiment le début du shiatsu en Angleterre dans les années, début des années 80. Mais il y avait un praticien de shiatsu, un homme, et j'ai beaucoup adoré le shiatsu. Dès le début, je sentais plus à l'aise dans mon corps, je sentais plus relâché et je sentais bien. Et il faisait des cours de soi, de shiatsu. Donc, je me suis dit, ah, OK, je vais tester le shiatsu. J'avais pas du tout la pensée de devenir praticien. Je me suis dit, je faisais déjà en fait la méditation, je faisais déjà le yoga et je me suis dit, mais pourquoi pas tester le shiatsu? Et j'ai aussi découvert que j'aimais beaucoup donner le shiatsu. J'ai trouvé que c'était un joli échange et donc j'ai continué et c'était comme ça. Donc au départ, j'avais jamais l'idée de devenir un praticien de shiatsu. C'était pas même un métier que je connaissais à l'époque. Et c'était tellement bien que j'ai continué. Et après, j'ai trouvé un autre professeur parce qu'à l'époque, cet homme, il faisait juste des cours de soi. Donc, c'était pas un diplôme de 3 4 ans. Mais j'ai commencé avec un des premiers diplômes de shiatsu en Angleterre, avec une prof qui, en fait, qui était française. J'ai beaucoup de connexions avec la France quand même. Et j'ai continué avec elle. Et chaque année, je me suis dit, oh bon, je vais continuer. Et à la fin, je suis devenue praticienne de shiatsu. Et après, mon prof m'a demandé d'assister pour être assistante dans les stages. Comme on fait les stages à cette époque, c'était quand même 3 4 ans. C'était 3 ans de base et après 1 an de plus. Et je l'ai assisté. Et pendant que je faisais l'assistance, je suis tombée enceinte. Et comme vous connaissez, et déjà toujours dans certains endroits en France, on se méfie un peu de travailler avec les femmes enceintes. Et je me suis dit, mais pourquoi? Je suis bien. Pourquoi je peux pas continuer à recevoir le shiatsu pendant ma grossesse? Mon prof, elle connaissait pas grand-chose de shiatsu pour la grossesse, mais elle était un prof très intuitif, donc elle adaptait. Avec moi, il y avait aussi une autre femme, on était deux assistants, et elle aussi, elle était tombée enceinte en même temps. Et donc, on expérimentait entre nous, on disait, oh, on dit que c'est point, il faut se méfier, pourquoi, on va voir. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma spécialisation en shiatsu, en fait. Et j'ai commencé, je me suis dit, je dois connaître plus sur ce qui se passe dans la grossesse, mais il n'y avait pas à l'époque des stages shiatsu pour la grossesse. Donc, je suis partie aux États-Unis pour étudier avec une kinésithérapeute américain qui enseignait aux kinésithérapeutes comment travailler avec les mouvements pour la femme enceinte et comment soutenir un peu la préparation pour l'accouchement et aussi comment on peut soutenir les bébés après et la maman et le bébé. C'était très intense,
mais ça m'a donné quand même une base. C'était pas dans la médecine chinoise, c'était dans la médecine occidentale plutôt. Mais quand même, elle était assez, comment on dit, quel est le mot pour ça? Parce qu'à l'époque, même aux États-Unis, à l'époque, il n'y avait pas de yoga pour les femmes enceintes, de pilates, de rien, rien. Et on se méfiait quand même un peu. Ah, est-ce que on peut faire même les exercices que sont les mouvements adaptés? Et donc, elle était beaucoup dans la même manière de moi que c'est une phase puissante dans le corps d'une femme, c'est pas une maladie, c'est important que la femme continue à bouger et à recevoir le massage, le shiatsu, la kinésithérapie. Et donc, elle m'a beaucoup encouragée parce que après avoir étudié avec elle, je sentais que j'avais beaucoup de choses à apprendre, bien sûr, mais j'avais quand même des bases. Et je savais que je pouvais développer mon travail à partir de ça. Donc, quand ma fille est née, pendant ma grossesse, j'ai organisé mes idées pour mon travail et je me suis dit, je vais spécialiser dans la grossesse et je vais aussi enseigner les exercices parce qu'avec cette femme, cette kinésithérapeute, Elizabeth Noble, elle s'appelle, elle n'est plus vivante. Je me suis dit, mais pourquoi pas commencer à enseigner des mouvements pour les femmes enceintes, mais en utilisant aussi mes connaissances de la médecine chinoise, au lieu de juste penser, ah oui, un étirement pour les bras, je pouvais dire, ah, mais c'est lié avec peut-être le poumon ou le cœur ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était une phase assez intense dans ma vie où j'étudiais beaucoup, j'ai lancé des cours hebdomadaires pour les femmes enceintes. J'ai commencé même à enseigner les ateliers pour la préparation en mouvement et en shiatsu pour l'accouchement. Et aussi, j'ai enseigné le shiatsu pour le bébé et j'ai enseigné les exercices pour les femmes en postnatal. Et bien sûr, les femmes venaient aussi me voir pour les séances individuelles. Et c'est là, c'était sa base de ça. Et j'ai fait ça, je faisais les stage hebdomadaire pendant 12 ans et j'ai continué même à faire les ateliers et les autres choses depuis, bon, pour plus de temps. Mais je voyais je continuais à voir toujours les femmes enceintes, mais aussi le monde qui voulait avoir un shiatsu. C'était ma spécialisation, mais je travaillais aussi avec les hommes, je travaillais avec euh, les femmes qui n'étaient pas enceintes. Et c'était comme ça que j'ai développé mon travail. Super. Et comment as-tu évolué depuis toutes ces années par rapport à ta pratique du shiatsu et aussi de la prise en charge de la... Alors, on va s'intéresser aujourd'hui, c'est vrai, à la femme, particulièrement à la femme enceinte aussi, mais on parlera aussi un petit peu plus large avec les cycles tout à l'heure. Mais comment as-tu évolué par rapport à la prise en charge avec le shiatsu et ta prise en charge globale en accompagnement de la femme enceinte? En fait, j'ai évolué, excusez-moi, en enseignant les cours hebdomadaires, en voyant les clientes, mais aussi après 10 ans de pratique, les gens commençaient à me demander à enseigner parce que encore 10 ans plus tard, il y avait beaucoup de praticiens de shiatsu qui ne savaient pas comment travailler avec les femmes enceintes. Et on m'a demandé de créer un stage pour les enseigner ça. Et aussi, j'avais pas mal de sages-femmes et même des obstétriciens de temps en temps ou les médecins, les Anesthésiste? anesthésistes, Mm. comme on a dans notre pratique, qui venaient pour mes cours hebdomadaires, mais qui venaient aussi me voir pour recevoir un shiatsu. Et ils me demandaient de créer des stages pour les sages-femmes parce qu'elles ont dit, mais c'est très intéressant, c'est important que beaucoup plus de monde connaît le pouvoir de shiatsu et de toucher et de mouvement et tout ça. Et donc, j'ai évolué avec ma pratique, avec mes patientes, mais aussi en enseignant. Parce que
tu es un professeur aussi et tu connais, je suppose que tu reconnais quand, si on enseigne, on apprend beaucoup de choses. Et donc, c'est beaucoup comme ça que j'ai développé ma pratique, mais aussi avec la vie, parce que il y a plus de 35 ans, il n'y avait pas forcément, on parlait pas trop de problématiques de l'infertilité, de préparation pour la conception, et on n'avait pas du tout le PMA, le parcours médical assisté. Donc, je travaillais à l'époque avec les femmes qui voulaient tomber enceintes et des fois, je travaillais pendant quelques années parce qu'elles n'avaient pas d'autres alternatives. Et c'était soit travailler sur soi-même ou soit on ne concevait pas. Donc, je commençais à m'intéresser avec l'avant de la grossesse, la conception, le cycle féminin, les troubles menstruels. Même à l'époque, je me souviens un jour, il y avait la création d'une nouvelle association à Bristol où j'habitais. On commençait à parler de l'endométriose. Et ça, c'était peut-être les années 80, peut-être plutôt les années 85 ou 2000, mais il y a longtemps. Et on parlait, c'était presque inconnu à l'époque. Donc, j'explique ça pour dire que j'ai grandi avec tout ça. À la base, ma pratique était plutôt, je veux soutenir les femmes pour avoir une bonne grossesse, un bon accouchement, mais dans la manière la plus naturelle possible, si c'est possible. Bien sûr, j'accompagnais des femmes qui ont eu des césariens, par exemple, et j'accompagnais les femmes qui avaient le désir de tomber enceinte, mais c'était plutôt dans le naturel. Mais au fur et à mesure, avec le passage du temps, on avait plus de conscience de l'endométriose, on commençait à avoir le début de PMA. Et c'était donc, j'ai grandi un peu avec tout le développement du PMA. Petit à petit, j'avais des femmes qui commençaient à concevoir avec le PMA, mais je m'intéressais, mais pourquoi il y a certaines femmes qui tombent plus facilement et d'autres non? Et je commençais à élargir de travailler. Bien sûr, j'ai toujours travaillé pas uniquement avec les femmes enceintes, mais je commençais à m'intéresser plutôt dans la préconception. Et à fur et à mesure aussi, avec le passage du temps, et je voyais les femmes à la fin de la fertilité, donc la périménopause, la ménopause et tout ça. Mais je voyais toujours aussi les hommes. Et les hommes souvent venaient avec des problématiques d'infertilité. Souvent, c'était le partenaire du couple, mais j'avais d'autres hommes qui venaient me voir, euh, qui avaient des problèmes. À Bristol, où j'habitais à l'époque, il y avait un grand clinique, je pense que c'est le mot, plutôt complémentaire pour les gens qui recevait des traitements pour les cancers. Je pense que c'était un des premiers dans le monde. C'était créé il y a, même quand je faisais mes études de shiatsu, en fait, dans les années 80. On avait à Bristol ce centre pour la médecine complémentaire pour soutenir les gens qui avaient des traitements de cancer en support complémentaire. C'était avec la nutrition, avec le shiatsu et tout ça. Donc, déjà aussi à l'époque, j'étais sensibilisée que c'était bien de travailler avec les femmes, les hommes aussi, qui avaient des traitements de cancer. Et donc, comme j'étais dans le milieu de ça, souvent les gens venaient qui venaient de faire des traitements de cancer et tout ça. Je voulais pas forcément spécialiser dans ça parce que pour moi, c'était beaucoup la santé de la femme qui était à la base de tout ce que mon intérêt principal. Mais quand même, je voyais aussi d'autres gens parce que je trouve que c'est plus riche de voir tout le monde. Même si on a une spécialisation dans quelque chose, être spécialiste en shiatsu de quelque chose, c'est assez différent que d'être spécialiste comme un obstétricien. Parce que on travaille toujours avec le corps, avec les méridiens, avec le toucher. Donc ça, quand on prend la médecine traditionnelle chinoise, on peut appliquer ça à n'importe qui.
Donc, c'était juste dit, je spécialise dans la grossesse parce que j'ai beaucoup d'expérience avec les femmes enceintes. Je connais ce qui se passe. J'ai réussi à traduire la manière de la médecine chinoise pour expliquer tout ça. Et voilà. C'était comme ça que mon travail a évolué. Et donc, la périménopause. Et maintenant, en fait, je suis sur un seuil, on dit, assez intéressant parce que ma fille, maintenant, elle a 35 ans et c'était ma fille qui m'a emmenée, c'était ma première, moi, j'ai deux enfants, mais c'était elle qui m'a, donc j'ai parlé que je testais tous les points et ça. Maintenant, elle est enceinte et elle va accoucher en octobre. Et mon fils aussi, il est né en octobre. Il va avoir son 30e an. Donc, c'est intéressant. Elle est enceinte et elle, au même temps à peu près que moi, il y a 30 ans. Parce que mon fils est né en octobre et son enfant va être né en octobre. Et je vais partir en Angleterre pour être avec elle. Donc, c'est la vie qui nous enseigne aussi avec ce qui se passe aussi chez nous. Et donc, je vais voir pour son accouchement parce que je pense que c'est important de respecter, même si elle est ma fille, elle a l'idée peut-être, elle veut plutôt que son partenaire est là, mais on va voir. Mais c'est un autre moment de passer à voir la grossesse encore une autre perspective. Mm. Voilà. Et oui, c'est le C'est le cycle de la type. vie. En fait, c'est ça. Parce que tu m'as parlé avant qu'on a commencé à enregistrer, que maintenant, je vois que c'est les cycles de la vie. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup maintenant que, euh, avec tout le travail que j'ai fait avec la grossesse, je me suis rendu compte que c'est la base de la vie. Et j'ai beaucoup étudié ce qui se passe pour l'enfant dans l'utérus. Et je me suis rendu compte que c'est la phase de base de la vie de tout le monde. Et beaucoup des gens que j'ai vus pour le shiatsu, la base souvent la base des problématiques, des choses qu'on vit dans le moment présent, c'est lié avec soit avec comment on a vécu la vie en utérus, soit comment on a vécu notre accouchement, les premières années de notre vie, et tout ça, c'est la base. Et bien sûr, on ne peut pas changer ce qu'on a vécu, mais on peut transformer notre relation avec ce qui s'est passé. Et il y a dans la médecine chinoise, souvent on dit les portails ou les moments plutôt clés dans la vie. C'est souvent quand il y a des grands changements au niveau corporel où c'est plus facile à changer les choses et à changer notre relation avec notre corps. Et comme on sait dans la médecine chinoise, le corps contient, on ne peut pas séparer le corps des émotions, de l'âme, de pourquoi on est là. Et donc, on peut transformer. Et la grossesse, c'est un des moments comme ça que le corps de la femme change. Donc, pendant la grossesse, c'est pas juste soutenir la femme pendant la grossesse, c'est pour l'aider à transformer sa relation avec soi-même. Mais bien sûr, aussi, la première relation qu'on a, c'est la relation avec notre mère, notre maman et modifier ça. Et donc, je suis intéressée à voir comment ça va changer quand ma fille accouche, parce que ça c'est aussi, ça modifier, et peut-être on peut bientôt parler du Jing, de l'essence, ça modifier une énergie assez importante dans le corps. La grossesse pour une femme est importante pour la femme elle-même, bien sûr pour le bébé, mais aussi pour la famille et surtout pour la maman, la grand-mère et surtout les femmes, mais ça touche les hommes aussi. Il faut jamais oublier ça. Et donc, je trouve que ce sera intéressant, c'est pour ça que je dis que c'est un autre seuil, de voir ce qui va se passer chez moi quand ma fille accouche. Déjà, je sens pendant la grossesse, il y a des choses qui changent, mais aussi les cycles de la vie. Maintenant, j'ai plus ma mère
Elle est morte quand même maintenant, il y a 10 ans. Et j'ai senti que ça a modifié quand même quelque chose en moi. Le fait que la maman qui nous a portés pendant les 9 mois de la grossesse et qui était important pour la plupart de nous, ça reste notre mère biologique qui nous accueille, qui nous élève. Et quand elle est morte, quelque chose a changé parce que tout ce que j'ai vu n'a plus le contenant. Contenant, on dit? Et Mhm. quand la forme physique de ma mère n'était plus là, j'ai senti aussi qu'il y avait des changements. Et bien sûr, ces changements, c'est pas d'une minute à l'autre, c'est des cycles. Donc, on voit qu'il y a un moment assez clé, donc la mort ou la naissance. Et en fait, avec le passage de la vie, je me suis rendu compte aussi que l'accouchement ou la naissance ou la conception, c'est pas si différent que la mort, c'est juste dans l'autre sens. Au début, on vient dans notre corps et on s'incarne. À la fin de notre vie, on quitte notre corps. Et donc, je commençais, c'est pour ça que quand tu m'as demandé de parler avec toi, tu m'as parlé de la grossesse et j'ai dit, oui, la grossesse est importante, mais ce qui m'intéresse, c'est toute la vie, de la conception jusqu'à la mort, et de voir que c'est des cycles. On parle souvent dans la médecine chinoise des saisons, le printemps, l'hiver, tout ça. Et on est influencé par le monde extérieur, les saisons extérieures, mais on a aussi des saisons à l'intérieur. Et c'est pas des saisons qui sont fixées, qui sont pas forcément en lien avec la saison extérieure. Et donc, je m'intéresse à ça aussi maintenant que oui, de voir les plus longues saisons dans notre vie. Et pour la médecine chinoise, il y a plusieurs cycles, en fait. Avec le cerveau occidental, souvent, on pense d'une manière un peu réduite, je trouve, ou dialectique, il y a ça ou ça. Mais en fait, les Chinois anciens reconnaissaient qu'il y avait beaucoup de différents cycles dans notre vie. Il y a le cycle quotidien, le cycle de 24 heures, qui est beaucoup le domaine des 12 méridiens. Il y a le cycle lunaire. Déjà, ça, c'est un peu différent. Ça, c'est un peu la domaine féminin, comme la lune est plutôt féminin et le soleil est plutôt masculin, mais on peut jamais séparer. Mais le cycle lunaire, 28 jours, qui est assez lié avec le cycle mensuel, en fait. Mais il y a aussi les cycles plus longs de 7 ans pour les femmes et de 8 ans pour les hommes, où il y a des modifications dans notre corps. Et on voit ça parce que l'adolescence, qui est un autre moment assez clé, où on peut modifier notre corps, notre cerveau et notre âme, c'est un moment clé où on peut modifier notre relation avec notre mère et avec nos parents. Et les cycles, quand je parle de 7 ans et 8 ans, c'est pas que à 7 ans ou à 14 ans, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est un mouvement. Donc, pendant le deuxième cycle, pour les filles entre 7 ans et 14 ans, les filles plutôt vers la fin vont commencer à avoir les règles. Et donc, ça change. Et le corps est en train de se modifier aussi. Et pour les garçons, on sait que c'est un peu plus tard. Et il n'y a pas les règles, mais commence à l'éjaculation, le spermatozoïde d'être fertile. Et ça, c'est aussi vers la fin du deuxième cycle, plutôt 16 ans à la fin, mais plutôt un peu avant. Ce que je trouve, c'est intéressant que la date de début de la fertilité ou le début des règles pour les femmes a changé parce qu'il y a 200 ans, ou même 100 ans, plus de 100 ans, la date moyenne, c'était plutôt 17 ans. Et ça a changé. Maintenant, c'est plutôt en moyen, les premières règles à 12 ans. Donc, ça a changé pas mal. Et ça montre que les saisons, l'extérieur et le monde, donc extérieur,
modifier notre corps. Notre corps est toujours en train d'être modifié par l'environnement extérieur. Je trouve que ça, c'est assez important. Ça, c'est une des bases de la médecine chinoise. On ne peut pas travailler avec quelqu'un, un corps, sans euh, Sans aider tenir compte de bien. l'environnement. Oui, Sans, sans, qu'est-ce que tu as dit? Sans. sans tenir compte de l'environnement. Exact. On ne peut pas juste faire un shiatsu ou l'acupuncture sur le corps si on n'agit pas aussi en même temps sur la relation qu'on a avec l'environnement. Et donc ça montre qu'il y a plusieurs rythmes dans la vie, notre vie, plusieurs cycles et le cycle intérieur, mais le cycle intérieur est toujours en train d'être modifié par le monde extérieur. Voilà. On reviendra un petit peu sur ces cycles de 7 et 8 ans. On va peut-être partir, si tu veux bien, du début de la conception, puisque tout à l'heure tu parlais du Jing, Mm. de l'essence. Donc c'est à ce moment-là que la graine est plantée. Oui. Euh, Comment, alors peut-être expliquer pour les gens, clarifier un petit peu ce point-là. Et après, comment on peut jouer sur ça. C'est-à-dire que bah, ça, c'est quelque chose effectivement qui est implanté, sur lequel on n'y peut rien, c'est hérédité, c'est l'ancestral. Est-ce qu'il y a un moyen de travailler là-dessus? Alors, ça peut-être dans un deuxième temps, mais déjà que tu expliques cette conception et cette graine. Oui, en fait, ça c'est la base. Oui, je suis en train de réfléchir ce que je vais dire. Parce que tu as dit que c'est fixé. Oui, mais on peut toujours modifier, même dès le début. En fait, je vais commencer par la perspective plutôt scientifique qu'on connaît maintenant. Quand l'ovule et le spermatozoïde viennent ensemble, il y a la conception, la fertilisation de l'ovule et il y a l'échange, c'est la création de notre ADN, n'est-ce pas? C'est ça. Et on avait l'idée que c'était fixé. Je parle toujours pas de la médecine chinoise, je vais ajouter la médecine chinoise après. Et on ne peut pas modifier. Mais la science moderne a découvert, oui, dès le moment de la conception, c'est déjà en train d'être modifié par l'environnement. Et donc, le premier environnement, c'est l'utérus de la maman. Bon, c'est pas forcément l'utérus, c'est la trompe fallopienne, c'est là où l'ovule est fécondé dans une conception physiologique. Mais même dans les premières heures, il y a deux cellules qui créent une cellule et dans ce processus, c'est un processus assez complexe. Et donc, oui, on hérite certains ADN de notre père et de notre mère, mais la manière dont on met ensemble, c'est unique à nous. Donc, on peut déconner de nos parents, mais on a la capacité aussi d'être différent de nos parents. Peut-être je vais quand même ajouter la perspective de la médecine chinoise, que je trouve que ça correspond. Que on dit euh, au moment de la conception, c'est notre âme, notre chaîne, souvent on dit, qui décide de ramener les deux lignes ancestrales ensemble. Donc déjà, il y a quelque chose en dehors de juste les deux lignes ancestrales qui sont importantes. On peut même dire dans certaines traditions de la médecine chinoise, on parle de notre Ming, de notre destin, que on a choisi qui va être notre père, qui va être notre mère, et on mène les deux lignes ensemble. Donc, c'est pas quelque chose de l'inconscient, selon moi. Mais je sais qu'on peut pas prouver ça, mais ça a du sens pour moi. Et déjà, on est en train de modifier selon l'environnement. Donc, si la conception était un moment de stress ou de viol ou de l'amour, ça va imprimer sur l'ovule. Mais je pense que c'est plutôt mieux de penser qu'on a choisi ça parce qu'on peut modifier, on peut comprendre pourquoi j'ai choisi ma mère et mon père. Qu'est-ce que je vais apprendre dans ma vie? Parce que j'aime pas
quand on est dans le jugement de quelqu'un, ah, mais tu as une famille qui était difficile, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on a plus de choix si on pense qu'on a choisi ça quelque part pour avoir une certaine expérience, pour voir comment on peut mobiliser nos propres énergies. Et donc, pour les Chinois, ça c'est l'ovule et le spermatozoïde. On a déjà nommé le mot Jing. Ça c'est ce qui transmet le Jing, que on peut dire que c'est comme le ADN. ADN. ADN? ADN, oui. Parce que même maintenant, il y a pas trop longtemps, on pensait que c'était fixé, qu'on était destiné à hériter les maladies de notre père, etc. Mais on comprend que non, c'est toujours en train d'être modifié. Et les Chinois anciens avaient aussi cette même idée. Et c'était pour ça aussi qu'ils disaient que les 9 mois de la grossesse, c'était tellement important parce que c'est notre premier environnement. L'environnement toujours modifié notre ADN. Et donc, le mot pour l'ADN, on peut dire que c'est l'équivalent pour les Chinois, c'était le gene, l'essence. Mais on peut toujours modifier. Bien sûr, on ne peut pas changer qui est notre maman, mais peut-être on a déjà choisi cet environnement. Et, mais on peut choisir comment on réagit dans cet environnement et on apprend des choses. Peut-être c'est des choses, on est heureux, peut-être on n'est pas heureux. Mais on est imprimé et déjà les choses se modifient. Et je sais que dans les textes traditionnels, on parle souvent de Jing, ciel, je mélange toujours en français, je ne sais pas pourquoi, antérieur et postérieur. Et souvent on dit que c'est au moment de la naissance que ça passe de... C'est antérieur vers le postérieur, c'est ça? Antérieur avant et postérieur Oui, après la naissance. oui. Pour moi, maintenant, je pense que c'est plutôt juste après la conception, mais déjà, ça se modifiait quand on est dans l'utérus. Bien sûr, on n'a pas une connexion directe avec notre environnement extérieur, mais on a la connexion avec notre maman et c'est toujours en train d'être modifié. Et surtout, ça peut aider que maintenant, on a même la situation quand on a une ovule qui vient, qui est fécondée de maman, une autre maman porte une ovule pendant la grossesse d'une autre maman. Une Et porteuse. Une ça va porteuse. modifier le gene. Donc, juste pour dire que la modification commence déjà dans l'utérus. Et c'est pour ça que la grossesse laisse une empreinte tellement profonde. Mais c'est vrai que le moment de la naissance, c'est aussi important parce que avec la première respiration, et les Chinois parlaient de ça, on modifie notre corps et on entre en connexion directe avec le monde extérieur. Je pense que je dois aussi parler un peu plus de Jing. Donc, le Jing, c'est notre ADN. Et on peut dire que c'est aussi, maintenant on parle dans la médecine occidentale, ça c'est notre génome, mais ce qui modifie, c'est l'environnement, c'est le épigénome. Et le gène est comme ça, c'est toujours en train, c'est une énergie qui, oui, c'est fixé quelque part quand même, parce qu'on ne peut pas changer les deux lignes ancestrales. Donc, c'est entre certaines limites. On ne peut pas modifier le moment de la conception. On peut pas modifier là où on est dans la vie, la période historique. Mais je dis plutôt que ça, mais les paramètres, oui, ça contient le gene. Mais c'est toujours en train d'être modifié. Et les Chinois parlaient de ça maintenant. Ça, en fait, c'est les cycles de 7 ans et 8 ans. C'est toujours en train d'être modifié, mais il y a certains moments dans notre vie, dans notre développement, que c'est possible de modifier un peu plus que nous-mêmes. Mais toujours, dès la conception, on peut modifier ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a le Jing antérieur qui va dépendre de la conception et de la grossesse, où Mm. là, ben, en fait, le fœtus dépend un peu de l'état de santé, d'énergie des parents et après Oui, de la mère particulièrement dans la oui, grossesse. oui. Et à partir de la naissance, là, on est sur le postérieur où là, on va dépendre plus de l'environnement directement. C'est-à-dire que là, on va moins Oui. passer par le filtre des Mm, parents, mm. de la mère pendant la grossesse. Oui, oui, mais il faut pas oublier que quand même pendant la grossesse, le gene est en train d'être modifié. Oui. Et aussi que c'est un cycle. C'est pas, il y a un changement qui n'est pas lié avec le passé et l'avenir. Parce que même après l'accouchement, qu'est-ce qu'un bébé fait dans un monde idéal, on espère? On est allaité par la maman. On reste avec la maman. On est beaucoup tenu par la maman. Donc, c'est un processus de séparation qui dure qui dure un temps. Et il y a des différentes étapes. Donc, j'aime plutôt voir, c'est pour ça cette image de cycle, c'est pas antérieur, postérieur. Et c'est un peu un relais. Ça commence l'antérieur et petit à petit, Hmm. ça va vers le postérieur et quand on est indépendant de notre maman, mais c'est quand exactement? Parce que même on a des gens de 20 ans qui sont toujours assez indépendants de leur mère. C'est toujours des cycles. Voilà. Oui, tu vois la séparation entre les deux Jing un peu plus progressive Mm. que souvent ce qui est dit Oui, à la naissance, paf, on oui, oui, bascule. Voilà, tu le vois oui, plus comme une espèce de progression et qui est vrai oui. puisqu'il y a l'attachement à la mère, etc., qui peut durer un temps plus ou moins long en fonction des enfants et des adultes d'ailleurs. Oui, exact. Et chaque enfant est différent et chaque enfant. Et c'est pour ça que j'aime pas être trop précis avec le temps, parce qu'il y a des enfants, même à 3 4 ans, ils ont beaucoup besoin de leur maman et d'autres, déjà à quelques mois, ils sont assez indépendants. Donc, c'est selon notre nature, selon la qualité en fait de notre gene. Voilà. Et tout est progressif, c'est des étapes. Et c'est pour ça, je pense que c'est important en postnatal vraiment d'encourager la maman à avoir le temps d'être avec son bébé pour lui aider à faire la transition, pour que la transition n'est pas trop brutale. J'ai pas mal reçu des clients, et je suppose toi aussi, qui ont été adoptés et à la naissance, ou qui étaient séparés à la naissance, qui étaient mis dans une couveuse, dans l'hôpital. Et ça, c'est assez brutal. Et il prend des fois peut-être le reste de leur vie à assimiler ça. Donc les Chinois avaient raison. C'est important de laisser, ils disaient plutôt 1 an, pour vraiment faciliter cette connexion d'une manière moins brutale, moins vite. Parce que en fait, c'est ça aussi le Jing, c'est les cycles de vie, mais le Jing c'est cette énergie qui nous nourrit. Donc, la maman qui est enceinte, elle nourrit le bébé avec son ki. Je suppose que tous qui écoutent ce podcast connaissent ce que c'est le ki. Le ki, c'est un peu toutes les énergies aussi, mais aussi avec son son qui a une qualité aussi importante, mais aussi avec son gene. Donc, c'est pas juste au moment de la conception que la maman transmet son gene. C'est toujours en train d'aider dans ce processus de modification. Et quand elle allaite, le lait maternel aussi, c'est une transformation de qui? De sang, mais de Jing aussi. Donc, cette année, et dans les sociétés traditionnelles, on a allaité au moins 1 an, mais peut-être même 2 ou 3 ans. La maman continue à donner la nutrition. Et ça aussi, c'est mieux si c'est progressif. Le bébé nourrit pas l'énergie de la maman dans l'utérus. Et après, au moins pour quelques mois,
l'enfant continue à être modifié, à être nourri par le gene, le sang de sa maman, et ça aide dans la transition. Si on introduit quelque chose de l'extérieur, le corps a plus de choses à assimiler, parce que déjà le fait de n'être plus dans l'eau, de n'être plus protégé par le corps de notre maman, d'être dans l'espace, c'est beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Au moins, si on allait, il y a une chose qui reste, un peu la même énergie qu'on continue à recevoir. Voilà. Donc, c'est pour ça que L'impact, c'est tellement oui. important comment le bébé a vécu son accouchement et la première année de la vie. Hmm. Ouais. Oui, c'est ce dont j'allais parler là, c'est-à-dire l'impact d'un accouchement, on va dire naturel, par voie basse, avec la différence avec une césarienne, par exemple. Comment ça peut impacter, ben, du coup, sur le Jing. Euh, Après, on peut élargir sur les méridiens aussi, sur le développement, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact de l'accouchement, qu'il soit naturel ou pas? Ça, je peux parler pendant des heures, mais juste pour dire, je pense que il faut pas juste être physiologique, c'est mieux et césarien mauvais parce que ça dépend comment on a vécu ça. Parce que avec un accouchement physiologique, peut-être on est bloqué et on n'arrive plus à sortir. Et donc, c'est on se sent apaisé qu'on nous aide. Mais c'est vrai aussi qu'un césarien, des fois, surtout si c'est d'urgence, ça peut être très stressant. Le bébé et c'est la manière dont on le fait. Parce qu'il y a des obstétriciens qui sont très bienveillantes, qui sont présents pour le bébé et qui soutiennent. Donc, tout ça va impacter sur le bébé, comment on a vécu ça. Mais aussi, quand le bébé vient de naître, il est très ouvert parce qu'il doit adapter. Et donc, si on peut soutenir le bébé dans les premières semaines, je suis tellement surprise de comment les bébés puissent intégrer, ou on dit puissent ou peuvent, intégrer un accouchement. Même de l'extérieur, on pense, ah, c'était difficile, c'était traumatisant. Mais si on vraiment on soutient dans les premières semaines, il peut assimiler ça assez bien. Parce que dans la vie, on a des tests, on a des défis. Mais et le bébé, il est prêt à ça. Juste le fait d'être dans l'eau, de sauter vers la terre, c'est un défi. Et c'est la manière du soutien qu'on donne. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai de suivre le physiologique le plus possible. Mais si c'est pas possible, et malheureusement, beaucoup de femmes ont des accouchements médicaux maintenant, c'est important de les soutenir à être, à bien être accompagner le bébé et aussi elle-même. Parce que si la maman sont stressées ou, comment on dit, elles sont coupables. Coupable. Elles- Oui. Ah oui, se Oh, sentir pourquoi? coupable de tout. Oui, et c'est pas une bonne énergie pour le bébé. Il faut aider la femme à sentir, OK, c'était comme ça. Maintenant, comment je vais être bien avec mon bébé? Je peux pas changer le fait que j'ai eu un césarien, mais le rôle pour moi, pour un praticien, c'est de soutenir la maman à accepter ça pour intégrer ça. Comme ça, elle peut mieux aider la connexion avec son bébé, mieux aider son bébé à faire la transition. Donc, c'est ça l'essentiel. Oui, l'accompagnement est très important pendant la grossesse. Le cadre que l'on peut créer pendant cette période-là Mm. va influencer bah, évidemment l'accouchement et la naissance, etc. Ouais, J'en exact. profite pour relancer sur un épisode que j'ai enregistré avec Astrid Prieur, qui a été la sage-femme qui nous a permis d'accoucher à la maison. Et du coup, on parle beaucoup de ça et du rôle
de la place de la femme aussi dans le parcours de soins. Donc, c'est un Mhm. épisode qui est très intéressant, qui va être Ah, complémentaire d'accord. à celui-ci. Oui. Et elle parle beaucoup de, de l'accompagnement qui doit aller dans le sens, en fait, de la femme enceinte, du Mhm. début à la fin, que c'est une préparation, que finalement, un accouchement naturel ne se fait pas sans préparation et sans soutien, sans quelque chose de positif autour. Oui, surtout dans notre société. Dans les sociétés traditionnelles, les femmes étaient plus en relation avec le corps. Mais maintenant, l'accouchement même est devenu quelque chose beaucoup médical. Il y a beaucoup d'interventions. Et on est censé, si on veut avoir plutôt l'accouchement à la maison, c'est bien que tu as réussi en France, parce qu'on me dit que c'est beaucoup plus compliqué en France. Parce que pour moi aussi, c'était mon désir avec mes deux enfants, je les ai accouchés à la maison. Et à l'époque, les gens me disent, oh, mais est-ce que tu n'as pas peur? Et j'ai dit, non, j'ai plus peur d'aller à l'hôpital, en fait. Et ma mère m'a accouchée à la maison, ma grand-mère, mais c'est dans notre ancestral et les Chinois, ils n'avaient pas d'autre choix non plus. Et oui, et il a tellement de peur maintenant de l'accouchement que tu as raison et elle a raison qu'il faut être soutenu et c'est un voyage, en fait, c'est un rite d'initiation, ça. Surtout dans notre société, de vraiment travailler avec notre corps et pas contre notre corps. Et je suis assez contente que ma fille aussi, elle veut accoucher à la maison. Il faut être prête à n'importe quoi, mais ça, c'est son idée aussi. Elle s'est dit, mais oui, elle est bien, elle n'a pas de problématique et c'est plutôt naturel. Et dans l'idéal, et tu connais ça de la médecine chinoise, c'est d'abord de soutenir le corps pour faire les choses elles-mêmes. Mais quand même d'accepter que des fois le corps ne peut pas et de soutenir dans ce chemin. Mais à la base, c'est aider le corps à avoir la puissance de passer tous les cycles de sa vie sans avoir la médecine. Des fois, dans certaines traditions de la médecine chinoise, on disait que le médecin traditionnel avait échoué si sa patient était malade. Mais dans d'autres, on disait quand même la maladie nous apprend quelque chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop rigide là-dessus non plus. Mais je voulais aussi, on n'a pas parlé de, en fait, peut-être tu voulais parler, mais dis-moi si j'avance trop vite, parce que après quelques années de travail, je me suis rendu compte qu'il y avait des énergies qu'on m'a pas enseignées pendant mon diplôme de shiatsu. Parce que hmm, on a des 12 méridiens. Peut-être tout le monde connaît les 12 méridiens. Mais si on pense aux 12 méridiens, il y a poumon, il y a gros intestin, il y a beaucoup de 12 organes, on sait. Mais où est le cerveau? Parce qu'en fait, modification de gènes, changement, c'est beaucoup dans le cerveau et c'est quand même un organe assez fondamental pour notre corps. Mais aussi, on parlait de la grossesse, de l'utérus, des trompes fallopiens, de l'accouchement. Euh, L'utérus, ou même plus que ça, les organes reproducteurs, l'infertilité, le cycle de la femme, tout ça, c'est beaucoup lié avec le cycle de l'homme aussi, l'adolescence, tout ça, les organes reproducteurs ou les organes sexuels. Et c'est pas dans le cadre des 12 méridiens. Et parce que ce sont des organes tellement importants et puissants et en fait qui sont impliqués dans beaucoup de ces cycles dont on parle, et la grossesse, l'accouchement, l'adolescence, etc., la ménopause. Il y a des changements au niveau de ces organes. Et donc, pendant la grossesse, j'étais beaucoup emmenée à travailler avec l'utérus en connexion avec le bébé. Et je faisais beaucoup de connexions avec le cerveau et l'utérus. Je sentais aussi
grand besoin de faire une connexion tout autour du corps, dans le bassin, de travailler avec la respiration, avec mon éducation avec ce kinésithérapeute, le périnée et tout ça. Et je me suis dit, mais je sens des énergies qui sont pas dans le parcours des 12 méridiens. Qu'est-ce que sont? Qu'est-ce que ce sont? Et au fur et à mesure, j'ai compris d'abord dans le livre de Machocha, l'obstétrique et la gynécologie, qui a été écrit en 99 en anglais. Donc, après 9 ans quand même de pratique avec les femmes enceintes, j'ai enfin compris pourquoi je voulais faire connexion avec le cœur et l'utérus et aussi les reins et aussi les cerveaux, parce que j'avais appris qu'il y a d'autres méridiens qui sont même plus importants des 12 méridiens, parce que les 12 méridiens, comme vous savez, c'est plutôt lié avec le cycle quotidien, qui bien sûr influence tous les autres cycles, mais c'est le cycle de 24 heures, le cycle quotidien. Mais il y a quelque chose même plus fondamental qui règle et qui touche directement le ADN et tout ce qu'on vient de parler. Et ce sont 8 autres méridiens qui sont nommés les vaisseaux parce que ce sont plus fondamentaux et plus larges. Et c'est ça, les 8 vaisseaux merveilleux. Dans l'école de Shiatsu, on apprend souvent quand même les deux premières. Vaisseau conception et vaisseau gouverneur qui passe entre le périnée, vaisseau conception jusqu'à la bouche, l'aspect yin, le devant du corps, vaisseau gouverneur derrière. Et on apprend souvent des points et des points en lien avec les autres méridiens et organes. Mais pour moi, c'est un peu la version chinoise du système du chakra qui relaie toutes les différences énergies et qui ont pas mal de points sur le cerveau, qui sont en connexion directe avec le cerveau, la gorge, le cœur, au centre, les organes reproducteurs et derrière les reins. Et les reins, pour la médecine chinoise, en fait, c'est intéressant parce qu'on a un méridien, rein, dans le système des 12 méridiens. Ça, c'est plutôt les reins en lien avec le monde extérieur, ce qu'on mange et tout ça. Mais les reins, il y a un aspect des reins qui est encore plus fondamental et c'est cet aspect qui stocke le Jing. Et on a déjà parlé de Jing, cette énergie qui guide le développement de notre corps, en fait. Et le Jing est assez lié avec certains aspects des énergies des reins, comme le développement des os. C'est assez lié avec le sang, mais c'est plus que ça. C'est ça qui crée le développement dans les os quand on est en train de grandir et c'est ça qui détermine la qualité de nos os vers la fin de notre vie et le changement dans les os qui va changer qui est modifié toujours par l'environnement, mais quand même, il y a une programmation, il y a une limite. À un certain moment, les eaux sont plus faibles et on a une limite dans notre vie. Mais pour les Chinois anciens, c'était plutôt soit 100 ans ou soit même 120 ans. Donc, c'est pas 40 ans, 50 ans. Souvent, dans la société moderne, on parle des gens, ah oui, surtout les femmes dans la périménopause, ah, maintenant, vous êtes vieux, vieille, qu'est-ce que vous allez avoir de ostéoporosis, de problématiques avec le cerveau, le sang, les problématiques cardiovasculaires, etc., etc. Mais non, si on nourrit bien notre corps, on soutient bien notre corps, on peut vivre même dans plus ou moins un bon état jusqu'à 100 ans. Et ça aussi, dans les cycles de vie, la ménopause, c'est la moitié de la vie, 50 ans à peu près. Et donc ça, ce sont les vaisseaux merveilleux. Il y a 8, il y a donc le vaisseau gouverneur, le vaisseau conception, mais il y a un qui fait le tour du bassin, vaisseau ceinture, Daima, qui relie le yin et le yang,
les reins avec les organes reproducteurs, que je nomme aussi le palais. Et même si ça passe pas directement à travers le cœur, ça règle le cœur et ça influence le cerveau. Dans la médecine chinoise, on sait que cette zone ici, dans la médecine japonaise, devant, c'est le aura, le centre de la vie, mais il faut pas oublier derrière, les reins. Au niveau du deuxième, troisième lombaire, souvent les gens pensent, ah, mais c'est étrange, c'est pas les reins. Les reins sont plus hauts, les reins sont protégés par les côtes. Et j'ai appris dans mes études de l'embryologie, parce que je voulais comprendre le développement du bébé, que les reins primitifs, en fait, commencent plus bas. Et les Chinois bien anciens, bien sûr, ils n'avaient pas euh, la connaissance du développement de notre corps de la manière physique qu'on a maintenant, mais ils savaient quand même que l'origine des reins était plutôt bas. Et le point plus important qui règle les reins, c'est un point sur le vaisseau gouverneur 4, Ming Men, porte du destin ou porte de la vie. Et c'est ça pour les Chinois, l'origine de la vie. Donc, les vaisseaux merveilleux existent même avant qu'on a notre structure physique avec les organes. Ils existent avant les organes et ça donne naissance aux organes et ça donne naissance aux 12 méridiens. Mais d'abord les organes et après les 12 méridiens. Voilà. Je peux Oui, parler après, de ça pendant des heures, donc c'est peut-être bien si tu me poses des questions pour clarifier les choses qui ne sont pas non, mais claires. c'est très intéressant. Et en plus, quand on les schématise un petit peu, ces trois méridiens-là dont tu parles, on a le vaisseau ceinture qui entoure, donc bon, à peu près au niveau de la taille, qui sert un petit peu de socle, de Mm, base. Et ensuite, on a le vaisseau conception qui passe devant, le mm, vaisseau gouverneur, effectivement, qui passe derrière. Et ça fait un peu comme une pyramide. Et cette pyramide, s'il y a un dérèglement, par exemple, à la base, au niveau du vaisseau ceinture, ça va désaxer cette pyramide. On va être un petit peu tordu en avant, enfin, mm. penché en avant, penché en Oui. arrière, ou des problématiques de posture et de mauvaise circulation, effectivement. Quel va être l'impact du coup de ces méridiens-là, par exemple, dans la grossesse? Est-ce que tu t'en sers pour le coup? Et tu vas me dire oui, mais... Oui. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert, parce que Ouais. bien sûr, le vaisseau ceinture, c'est beaucoup sollicité pendant la grossesse. Mm. Et il y a beaucoup de changements au niveau du bassin. Et ça, souvent, ça bloque un peu mes mains. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose là. C'est assez, en fait, je pense que j'avais la chance parce que je travaille avec les femmes enceintes et les énergies sont tellement puissantes pendant ce moment. Donc, on sent tous les changements. Ça, c'est assez évident. Et il y a quand même un quatrième vaisseau qui est très fondamental. C'est le Chong-mai, le vaisseau pénétrant. En fait, je suis en train de renommer pour moi, pour mon travail, parce que j'aime pas le mot pénétrant. Je pense qu'un mot meilleur sera le vaisseau nourrissant. Parce que le vaisseau pénétrant ou nourrissant ou le chongmai, c'est nommé la mère de sang. Et comme on sait dans la médecine chinoise, le sang, c'est pas juste le sang qui circule dans les vaisseaux sanguins, mais toute une qualité d'énergie qui nourrit. Et le vaisseau pénétrant, c'est important. Il y a une branche très importante dans les jambes. Parce que si on n'a pas des jambes, on ne peut pas être ancré et en bonne connexion avec la Terre. Et comment on peut recevoir l'énergie de la Terre si on n'a pas une bonne connexion à travers les jambes? Avec les 12 méridiens, souvent on pense à la rate ou à l'estomac, surtout, mais vaisseau pénétrant inclus, ça existe avant la rate et l'estomac. Et il y a quand même des points sur l'estomac et la rate qui sont contenus dans le trajet du vaisseau pénétrant. Donc, cette connexion avec la Terre, mais aussi, il y a des branches dans la poitrine. Et bien sûr, si on est en train de travailler avec les femmes enceintes et surtout en postnatal, ça, c'est une zone très importante. Et donc, j'ai découvert le vaisseau pénétrant parce que je me suis dit, mais quand même, il faut soutenir la connexion avec la maman, même si elle n'allait pas, mais elle porte son bébé sur ses seins.
le papa aussi, parce que les hommes ont aussi un vaisseau pénétrant, mais ça change moins nettement que chez une femme enceinte. Mais pendant la grossesse, je sentais beaucoup, ah, mais le cœur, et j'ai développé l'idée des seins comme la protection du cœur, un peu comme le maître, que j'aime pas trop le nom de ça. Ça, c'est un des 12 méridiens. En anglais, on dit plutôt protecteur du cœur que maître cœur. Et, et il y a des points du le protecteur du cœur ici, mais avant le protecteur du cœur, il y a le vaisseau pénétrant, le chongmai, vaisseau nourrissant, et comment la maman nourrit son bébé après l'accouchement avec ses seins. Mais c'est pas uniquement le, le, le lait, mais son amour, son regard. Elle donne son corps et elle donne son être à son bébé. Et donc, c'était aussi ça, le vaisseau de Chongmai, vaisseau nourrissant, qui est aussi important. Parce que souvent, on dit, dans les 12 méridiens, bon, le seul méridien qui est horizontal, c'est le Daimai, vaisseau ceinture. Oui et non, parce que le vaisseau pénétrant, ça, c'est une branche assez importante. Ça, c'est le mouvement du centre vers l'extérieur. Et donc, c'est plutôt un mouvement horizontal. Et après, il y a d'autres vaisseaux merveilleux, les Wei, qui vont plutôt dans les mains et les bras. Mais Chongmai, vaisseau pénétrant, c'est ça, cette connexion. C'est pour ça que je dis vaisseau nourrissant, un maman qui nourrit son bébé avec son âme. Quel est l'impact du coup de ces vaisseaux par rapport au cycle dont on a parlé tout à l'heure, les cycles de 7 ans pour la femme, les cycles de 8 ans pour l'homme? Comment ces vaisseaux interviennent par rapport à ces cycles-là? Ou alors quand est-ce qu'ils sont le plus utilisés, entre guillemets, quand est-ce qu'on en a plus besoin? Est-ce qu'il y a, par rapport à tes recherches? En fait, oui, il y a plusieurs écoles de pensée sur l'utilisation des vaisseaux merveilleux. Mais pour moi, tout au début, j'étais un peu, je ne savais pas comment on travaille et quand ce sera bien. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est toujours bien. Parce que on est toujours en train d'être modifié dans notre environnement. Donc, c'est toujours bien d'aider la base, de soutenir la base, de soutenir, en fait, le Jing, c'est stocké dans les reins et les vaisseaux merveilleux circulent le Jing. Mais il règle aussi le Qi et il règle aussi le sang. Et donc, pour moi, à tout moment de la vie, c'est la base. Est-ce qu'on va travailler dans toutes les séances? Ça dépend. Mais quand même, il faut voir pas que c'est séparé. C'est les vaisseaux merveilleux qui nourrissent les 12 méridiens. Donc, comme les cycles, on ne peut pas séparer les deux. Les vaisseaux et les méridiens sont en train d'être activés, modifiés par l'environnement. La circulation énergétique dans les 12 méridiens, c'est beaucoup plus lié avec le cycle de 24 heures. Donc, il y a un mouvement qu'on peut changer plus rapidement. C'est un peu plus vers la surface, c'est plus accessible. Mais les vaisseaux merveilleux sont toujours là. C'est le réservoir d'énergie. Et eux aussi, ils sont toujours en train d'être modifiés par l'environnement. Donc, il faut pas voir comme deux choses séparées. Comme les cycles, c'est progressif. Il y a, des fois, il faut favoriser plutôt un mouvement dans les vaisseaux merveilleux. Des fois, il faut plutôt favoriser un mouvement dans les 12 méridiens, mais pas jamais les séparer. Dans une séance, je vais toujours regarder l'ensemble. Quelle est la qualité d'énergie chez les vaisseaux merveilleux? Quelle est la qualité d'énergie dans les 12 méridiens? C'est vrai que pendant la grossesse, il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau des vaisseaux merveilleux et ça, c'est assez évident du point de vue physique, mais aussi émotionnel. Et si on veut vraiment comprendre les vaisseaux merveilleux, c'est pas mal de travailler avec les femmes enceintes. Je pense que c'est comme ça que j'ai pu intégrer assez tôt dans ma pratique. Euh, parce que
ça influence tout le long jusqu'à la mort. Mais avec le passage du temps, les énergies sont moins évidentes et moins puissantes, ou moins puissantes d'une manière physique. C'est toujours une énergie puissante, mais moins perceptible, peut-être. Mais comme j'ai senti les énergies chez une femme enceinte, j'ai commencé à comprendre même pour quelqu'un à la fin de la vie. On peut toujours sentir cette énergie. Oui, J'ai c'est plus reçu la- perceptible sur le vaisseau conception chez la femme enceinte, puisque c'est une ligne qu'on voit sur Oui, l'abdomen oui, en oui, plus. Donc, il y a il y a ça aussi. il y a des mots, entre guillemets, qui vont être un peu plus exacerbés pendant cette période-là. Oui, oui, Euh, Notamment l'équilibre yin-yang qui va être perturbé. Et du coup, ben, ces deux oui, méridiens-là, conception et gouverneur, qui vont être oui. sollicités différemment. Exact. Et il y a beaucoup de changements au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, c'est assez facile à capter. Mais c'est toujours présent. Aussi, il y a des gens, des fois, qui ont dit, et je ne sais pas où il a cette idée, que pour un enfant, c'est pas bien de travailler avec les vaisseaux nerveux. Mais moi, j'ai trouvé le contraire. Ils sont en train de développer dans le monde extérieur tous les mouvements, pas de cet axe vertical central, du my red my. Et il y a beaucoup de mouvements de rotation dans le bassin et beaucoup de mouvements de changement dans le cœur. Donc, pour moi, pour un enfant qui fait tellement de différents mouvements, pendant sa première année pour prendre la position debout. Les vaisseaux merveilleux, c'est vraiment la base. Bien sûr, on va aussi soutenir les 12 méridiens. Poumons, tous les 12 méridiens aussi sont en train d'adapter. Donc, mais avec un bébé, on peut tout travailler parce que c'est tellement petit et les énergies changent rapidement. Mais pour moi, c'est quand même, ça reste la base de développement de l'énergie et de la structuration du corps. Donc, c'est toujours important. Je pense que dans toutes les séances, je vais au moins travailler du My Red Mind et souvent Dai My. Pas forcément tous les points, tous les autres, mais quand même solliciter cette énergie et cet échange entre les 8 vaisseaux merveilleux qui sont les vaisseaux des énergies de base et après les 12 méridiens. Comment tu travailles concrètement sur ces, on va dire, sur les quatre méridiens, pardon, sur les quatre vaisseaux merveilleux principaux, on va dire. On part de conception, gouverneur, sur le ceinture, Daimai et le Chongmai. Comment tu travailles concrètement? Alors en shiatsu, ou par le biais d'exercices que tu fais, ou par le biais de travail de points. Les deux, on fait les mouvements, euh, le trajet. Si tu veux, je peux t'envoyer les trajets que j'ai créés parce que dans les schémas qu'on a dans tous les livres, c'est des points et une ligne fine. Mais Daimai, c'est beaucoup plus large que ça. La partie plus haute, c'est tout le bord des côtes et la partie plus basse, c'est le périnée. Et c'est toute cette zone. Donc, quand je travaille, peut-être Daimai, c'est le plus simple pour dire, je travaille la zone et peut-être je travaille les points, mais et je connais bien tous les points, mais je ne vais pas forcément dans toutes les séances travailler tous les points, mais quand même toute la zone pour le Daimai, parce que c'est tout le bassin avec le toucher, avec les mouvements, les étirements. En position aussi pour les femmes enceintes, j'ai développé mon travail beaucoup en position latérale. Et donc, en latéral, on peut faire les mouvements qui bougent le bassin. Donc, comme pour les 12 méridiens, on peut faire les étirements, on peut faire un travail direct sur les points, on peut travailler un travail sur les zones. Pour le daimai, souvent, je le relie avec une libération du diaphragme parce que souvent, c'est bloqué au niveau du diaphragme. Donc, ça, c'est assez important. Et j'ai développé beaucoup de mouvements aussi que mes clients peuvent faire eux-mêmes après pour soutenir le mouvement.
du bassin. Donc, beaucoup d'exercices pour vraiment bouger le bassin. Et oui, comme ça, Ok. avec toucher les points, le mouvement, des fois des choses assez douces, des fois des choses assez dynamiques. Et comme pour les 12 méridiens, il faut Hmm. Les outils sont pas forcément trop différents. Tous les principes de base qu'on utilise pour les 12 méridiens, la paume, les poings, le Good. coude, l'avant-bras, pression statique ou un kenbi qui est un peu plus un mouvement ou un étirement, c'est le même. Moi, dans mon école de shiatsu, mais je sais dans les écoles en France, pas tout le monde apprend ça, mais pour moi, c'est un aspect assez essentiel. Ma main, qui est plutôt la main yin, qui tient un endroit, et la main qui travaille, la main qui est plutôt yang. Parce que comme ça, on peut influencer tout le long du méridien, plus efficace que juste travailler des points comme ça. Ça, c'était euh, le travail de Mazanaga qui nous a appris ça. Je sais pas, dans votre école, dans ton école, tu avais appris la main qui Oui, travaille. oui, on l'a Oui. travaillé, oui, bien sûr. Oui. Ouais, ouais. Pour moi, ça, c'est une chose assez importante. Donc tout ça, j'applique au vaisseau merveilleux. Une chose qui est un peu différente, que peut-être tu as entendu parler de ça, pour chaque vaisseau merveilleux, il y a quand même un point qui est nommé le point, souvent le point clé ou le point qui règle le méridien. Parce que c'est vrai que beaucoup des vaisseaux, surtout ceux qu'on a nommés, passent le aha. C'est pas forcément le meilleur endroit pour commencer. Avec le shiatsu, on a plusieurs outils pour l'évaluation, pour le diagnostic. Euh, dans certaines écoles, c'est toujours commencer par le AHA, mais c'est pas toujours bon parce que, par exemple, pendant la grossesse, si c'est le premier trimestre ou c'est la première séance où une femme arrive, c'est peut-être trop. Elle veut pas qu'on commence en connexion avec le bébé. Mais aussi, si on a subi, par exemple, des abus sexuels ou on sent que on veut pas être touché là, c'est important d'avoir autres outils. Et avec le shiatsu, on peut utiliser les poux. Déjà, c'est pas mal. Et avec les vaisseaux merveilleux, on peut aussi utiliser le point clé. Et les points clés, il y a 8 vaisseaux merveilleux. Il y a 8 points clés. C'est soit dans les mains ou soit dans les pieds. Et je trouve ça assez intéressant parce que quand on se développe dans l'embryologie, on est bon, c'est pas commence, mais dans le début de notre forme, à 2 semaines, on est un disque bilaminaire. Donc, on est plat et on a un haut et un bas, un devant et un derrière. Et, mais petit à petit, on grandit. Mais d'abord, nos mains commence avant nos bras et nos pieds avant nos jambes. Donc, nos mains vraiment émergent de notre cœur. Et donc, les points les mains, sur les mains qui sont liés avec les vaisseaux merveilleux, c'est des points comme être protecteur du cœur, triple réchauffeur, et aussi poumon 7 et intestin grêle Intéressant. 3. Ça règle 4. Et c'est beaucoup en lien avec le cœur, qui est un des organes principaux de la sommeil, mais aussi les pieds. On sait que beaucoup des points sur les pieds sont liés avec le bassin, donc sont liés avec les reins ou le palais. Et donc, on a les autres 4 points qui règlent les vaisseaux merveilleux. Et ça, c'est un équilibre entre le haut du corps et le bas du corps, mais vers le centre et vers les origines et vers les reins. Et ça, c'est aussi une manière que je trouve assez bien on peut utiliser ces points pour diagnostiquer un vaisseau. On peut coupler les points. Donc, il y a tout un travail qu'on peut faire sur les points clés des Oui, vaisseaux. bien sûr, qu'on appelle aussi des points d'ouverture. Et Oui, c'est pas des pour fois. rien qui Oui, permettent l'ouverture du oui, méridien extraordinaire qui leur correspond pour oui, pouvoir oui, travailler dessus. Donc c'est vrai que oui, oui, ils sont très utilisés pour ça. oui.
Mais, et surtout pas les acupuncteurs. Et moi, je trouve, ça fait partie de mon travail, mais je me sens pas limitée que je dois commencer par le point clé. Des fois oui, des fois non. Parce que le point clé du vaisseau ceinture, par exemple, c'est VB41. C'est sur le pied. Et des fois, je sens, ah, non, mais je veux commencer par le trajet. Donc, oui, il y a tout un travail de comment on peut travailler les vaisseaux médieux qui est assez formidable. Oui. Au moment de la... Alors, tu vas peut-être nous parler de la ménopause et de l'andropause pour peut-être terminer là-dessus. Je sais que ce sont des termes que tu n'aimes pas trop. Oui, ah oui, Tu vas oui. peut-être nous en parler un petit peu et peut-être de qu'est-ce qui se passe au niveau de ces vaisseaux merveilleux à ce moment-là de ce cycle de vie. L'andropause et la ménopause, en fait, la ménopause, je sais que la pause peut aussi indiquer la fin, mais c'est pas la fin, c'est un nouveau début. Et l'andropause, c'est encore un peu plus bizarre parce que l'homme reste fertile jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être le niveau de fertilité baisse, mais l'homme continue à produire le spermatozoïde. Donc, l'andropause, c'est un nom un peu bizarre. Je pense qu'on a inventé ça pour faire un peu ménopause et andropause. Mais parce que, voilà. Je préfère nommer maturescence parce qu'il y a une maturation, un changement des choses. Et c'est juste un... Pour l'homme, c'est différent parce qu'il garde sa fertilité même si c'est beaucoup plus bas, presque jusqu'à la fin de la vie, mais il continue à produire le spermatozoïde. Mais ça change. Donc, les changements pour l'homme sont plus progressifs jusqu'à la fin de la vie. Pour la femme, parce qu'en fait, l'essence, c'est, comme on a dit, l'ovule et le spermatozoïde. Parce que l'homme, c'est assez cohérent, parce que l'homme doit, doit juste. Mais l'homme donne son spermatozoïde pour la conception et après, il peut partir. Mais la femme doit donner son corps pour encore 9 mois pour nourrir le bébé et peut-être encore 1 ou même 2 ou 3 ans. Donc, ça prend beaucoup plus d'énergie de la femme pour nourrir son enfant. Et donc, elle peut pas faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a un moment dans la vie où les énergies, c'est non, on peut pas utiliser l'énergie de la femme pour nourrir un enfant. La femme a besoin de ces énergies pour nourrir soi-même. Et donc, c'est assez différent que l'andropause ou la matrescence pour l'homme. Les femmes et les hommes ont des énergies différentes, assez, très différentes de ce point de vue. Et j'ai une image pour expliquer la maturescence. Je dis un peu parce que pas mal des symptômes de la périménopause pour la femme, c'est un peu comme les changements en fait dans le premier trimestre de la grossesse. Il y a une redirection, on dit. Les énergies changent de direction Change de parce direction. que pendant les cycles mensuels, chaque mois, avec les règles, les énergies sortent. Et ça, c'est mouvement surtout du daimai vers ceinture et un mouvement vers l'extérieur. Mais pendant les 9 mois de grossesse, le corps a besoin de cette énergie qui est son, qui est qui est jing. Et donc, il a une redirection et les énergies restent dans le corps pour nourrir le bébé. Mais souvent c'est pendant les 2, 3 premiers mois, pendant que cette direction se fait, le corps de la femme peut mieux ou moins bien intégrer ça. Et si c'est intègre un peu moins, il y a un mouvement plutôt vers le haut. C'est un mouvement du trauma qui sait pas, qui doit s'habituer à ne plus augmenter et après sauter, mais de rester dedans. C'est souvent lié avec un rein qui est un peu faible. Et donc, ça, c'est un symptôme de
premier trimestre suivant de la grossesse, mais c'est aussi un symptôme de la périménopause parce que c'est aussi une redirection du sang qui va plus aller vers l'extérieur parce que la femme elle-même a besoin de cette énergie pour se nourrir son corps pour la deuxième partie de sa vie. Et donc, pendant cette phase de réajustement, de redirection de l'énergie, souvent elle a des symptômes comme trop de mouvements du Chiang Mai vers le haut, des bouffées de chaleur, trop d'agitation dans la tête. Et voilà. Et quand le corps a bien assimilé ça, elle n'a plus. Et ça, c'est souvent pour les femmes en ménopause dû à aussi une faiblesse dans les reins, parce que les reins stoppent le gym. Pourquoi? Parce que je pense souvent, les femmes, quand elles entrent à cette phase de sa vie, sont tellement fatiguées, en burn-out. Et les hommes aussi, mais ça, on est en train de parler plutôt des femmes. Pourquoi les femmes sont fatiguées au moment de la ménopause? Je pense que la femme fait trop de choses souvent dans la vie maintenant. L'homme aussi, mais surtout une femme qui a des enfants. J'ai dit que après la grossesse, les Chinois anciens disaient qui, oh non, peut-être j'ai pas dit ça encore. Euh, c'est important que la femme nourrisse son énergie et parce qu'elle a perdu avec l'accouchement et elle continue à donner encore son yin et son sang à son bébé. Donc c'est important qu'elle prenne le temps de régénérer ses énergies. C'est pour ça qu'on disait 1 an de repos repos, mais plutôt qu'elle elle se nourrit. C'est elle la plus importante dans sa vie. Et maintenant, souvent les femmes, elles commencent à rentrer au travail après 2 ou 3 mois. Ils ont un travail en dehors de la maison. En plus, elles s'occupent de l'enfant et il y a trop de choses. Et souvent, les femmes sont plus âgées quand elles ont donc de l'enfant. Les parents, donc, sont plus âgés. Souvent, elles sont en train de travailler plein de temps, de s'occuper des enfants et aussi de s'occuper de ses parents et tout ça. Et c'est pas juste les femmes, les hommes aussi ont beaucoup de responsabilités. Notre société ne valorise pas suffisamment le repos, je sens aussi. Et donc, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi sont fatigués à l'âge de 50 ans, à peu près. Et c'est pour ça qu'on a tellement de problématiques, je pense. Voilà. Mais je trouve intéressant l'image que tu donnes de la maturescence, du coup, qui est plutôt une deuxième naissance et que, au lieu de s'occuper, enfin, de, on garde cette énergie, qui est là à la base pour enfanter, on Mm. la garde pour soi parce que, ben, c'est le moment de conserver ce jing, en fait, et Oui. d'éviter de le distribuer de trop. Mm. Et du coup, je trouve intéressant cette vision qui devient un petit peu plus positive aussi sur cette période-là, Oui. qui est très souvent perçue comme, comme négative parce que il y a Oui. une perte enfin, l'appareil reproducteur ne fonctionne plus. Mm. Et il y a aussi tous les désagréments de cette période-là avec les bouffées de chaleur, Mm. etc. Donc voilà, peut-être cette vision positive est Mm. très intéressante. Oui. Et parce qu'aussi, il faut pas oublier que pas toutes les femmes ont des problématiques pendant la périménopause. Ça dépend comment la qualité de gènes qu'on a hérité, on dit, mais aussi comment elles ont vécu leur vie jusqu'à ce moment. Et donc, si on était en train, dans la première phase de notre vie, de toujours épuiser le gene, parce que le gene, c'est aussi un réservoir de l'énergie. Et si on n'a pas suffisamment d'énergie qui vient à travers le quotidien, on épuise le gym. Et à un certain moment, on ne peut plus épuiser. On devient, c'est le burn-out, en fait. Et on a besoin, on est souvent forcé de ne plus rien faire. Mais mieux de ne pas attendre qu'on est tellement fatigué, mais de prendre le temps assez régulièrement, même dans le quotidien, de se nourrir. Et pour moi, ça, je pense que c'est une chose
très important pour le shiatsu qu'on peut faire avec le shiatsu, d'aider les gens à prendre plus de conscience des besoins de son corps et de l'importance du repos. Et comme ça, si toutes les énergies sont bien à la périménopause, on va pas forcément avoir beaucoup de changements de faire. Mais si on était en train de faire trop dans notre vie, bien sûr, c'est un peu un choc parce que les énergies à un certain moment, ils peuvent plus gérer tout ça. Et donc, c'est un moment de réévaluation, on peut dire, de changer de redirection des énergies plutôt de manière physique, le son et tout ça, mais aussi de nos émotions. Et pour la femme, j'ai l'image que j'aime utiliser, que c'est un peu comme la femme devient elle-même le bébé qu'elle doit nourrir. Donc la femme doit apprendre souvent à penser plus à elle et pas toujours à ses enfants, à tous les autres, mais à elle. Et si elle prend soin d'elle, elle va sentir mieux. Et c'est une redirection de nos émotions, de penser que oui, on n'a plus 20 ans, mais on peut toujours vivre bien, mais il faut quand même changer certaines choses et diriger mieux nos énergies. Voilà. Oui, suivre les cycles et accepter cette évolution-là Oui, jusqu'à la fin. oui, c'est ça. Et Euh, donc, je dis aussi ça qu'il y a, et souvent on parle du deuxième printemps, mais un printemps suit un hiver. Donc, c'est important d'avoir ce moment plutôt c'est pas uniquement le repos, c'est l'introspection, c'est la réévaluation de notre vie, c'est aller un retour vers soi pour après émerger vers un deuxième printemps, un deuxième été, un deuxième automne et un deuxième hiver. Combien de temps ça va prendre, ça dépend de combien d'années on va avoir. Donc, c'est pas forcément des saisons de 7 ans, de 8 ans. Ça peut être 10 ans et on passe les 4 saisons. Ou ça peut être encore 50 ans. Mais il y a quand même ce mouvement qu'il y a une libération, en fait, pendant la ménopause. Et on peut avoir une nouvelle expression du printemps, pas si intense que quand on avait 1 an, mais quand même, une autre perspective. Et souvent, des gens plus âgés, c'est la sagesse aussi. Souvent, ils ont des projets toujours assez créatifs. On passe une deuxième été et le deuxième automne pour la récolte. Et après, on va de nouveau dans l'eau, mais on lâche le corps, on retourne dans l'espace où on est venu au moment de la conception. Et c'est pour ça que la naissance ou la conception n'est pas si différente que la fin de la vie. Mais oui, comme tu dis, c'est d'accepter que la vie a un fin, la vie dans ce corps. Mais si on a la croyance qu'on est plus de notre corps, on peut quitter le corps parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Mais même si on sait on est plus que ce corps, je pense que c'est très important qu'on respecte ce corps et on nourrit le corps. C'est pas juste de vivre, oh, mais je suis plus que mon corps, donc je quitte mon corps, je néglige mon corps parce que je suis mon âme. Non. Quand on est dans notre corps, quand on vit dans notre corps, c'est notre responsabilité de prendre soin de notre corps dans la meilleure manière possible pour nous, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Voilà. Et de respecter les corps des autres en plus. Parce que le Devenir corps, acteur de sa santé. comment? Devenir acteur de sa santé Oui, et se sentir et son responsable. bien-être, de sa manière de vivre, d'être dans le respect de notre corps et le respect
plus court de l'autre et d'être dans la bienveillance et beaucoup de choses que accepter que notre âme a choisi de résider dans ce corps. Donc, il faut avoir une bonne résidence pour l'âme. Et souvent, les Chinois parlaient de ça, la résidence du chêne. Et on accueille notre chêne, mais dans une bonne résidence pendant qu'on est dans ce corps. Voilà. Super. Tu es en rédaction d'un nouveau livre Oui. qui va, alors on n'a pas de date encore de Ah, sortie, donc qui sera publié en anglais. Tu as déjà le titre, peut-être pour les gens qui ah, attendront avec impatience cet ouvrage. oui, c'est en fait les points charniers pour le moment, au lieu de les portails de transformation. On a déjà parlé un peu de ça. Et comment utiliser le pouvoir de notre corps, de la conception jusqu'à l'amour pour transformer, pour la transformation. C'est un peu Super. ça. Oui. Et en fait, c'est ça. Comment notre corps et nos émotions évoluent depuis la conception jusqu'à la mort. Voilà. Suzanne, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé pour cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que l'on termine? Ah, pas forcément, juste que, en fait, pourquoi c'est difficile aujourd'hui de publier un livre? Parce que tous les éditeurs veulent que vous avez des millions, bon, pas forcément des millions, mais beaucoup de followers sur Instagram et YouTube et toutes ces chaînes comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à donner de l'information et j'essaie de donner quand même un peu en français. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, mais aussi apprendre en même temps, parce que je donne l'information pour les exercices, pour les vaisseaux merveilleux, je parle de toutes les étapes de notre vie. Je donne aussi certaines idées de shiatsu aussi, de massage, parce que je travaille aussi un peu avec le massage. Et donc, et tout ça, c'est gratuit pour vous. Et si vous me suivez, ça m'aide à convaincre un éditeur qu'il y a un public qui s'intéresse à tout ce dont on parle. Voilà. Je mettrai les liens sous l'épisode de ton site, peut-être chaîne YouTube aussi, Oui. Instagram. Tu es un petit peu partout Oui. maintenant. Donc, je mettrai tout ça. Et en fait, c'est pour ça. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Parce que même si j'ai déjà publié 3 livres différents, mais c'était dans une époque différente. Donc, Ouais. je dois m'adapter aussi avec le changement de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, OK, merci. Je te dis à très bientôt. Oui.